Chers collègues, je m'appelle Michael Copland et je suis coordinateur monde du domaine de responsabilité pour la protection de l'enfance. Notre travail consiste à soutenir les groupes de coordination au niveau national pour identifier les besoins en matière de protection de l'enfance et pour organiser la réponse interinstitutionnelle afin de nous assurer de l'efficacité et de l'efficience de nos actions. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents groupes d'enfants qui présentent des besoins particuliers. Je vais lister ces groupes et ensuite j'expliquerai pourquoi il est important non seulement de comprendre les besoins et les risques spécifiques de ces enfants, notamment leurs besoins en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, mais également de travailler de manière systématique en reconnaissant qu'un même enfant peut présenter plusieurs risques et qu'il est nécessaire d'effectuer un travail global. Nous allons parler des enfants handicapés, des enfants séparés et non accompagnés, des enfants associés aux forces et groupes armés, des enfants placés, des enfants suivis par le système de justice pénale ou le système judiciaire, des enfants qui vivent dans la rue, des enfants chefs de famille et des enfants exposés à un risque de mariage précoce et forcé. Avant de parler de ces groupes spécifiques, voici quelques remarques générales sur le travail avec ce public. Tout d'abord, il peut être difficile et compliqué d'entrer en contact avec ces enfants. Cela dépend du contexte, si l'enfant est victime de violences sexuelles par exemple, ou bien s'il est handicapé et qu'on le cache, ou encore si la violence n'est pas visible. La prise de contact requiert une attention et un effort particulier compte tenu des difficultés rencontrées par les enfants qui souhaitent accéder à nos services. Ces obstacles varient non seulement en fonction de l'âge des enfants, mais également de leur genre. Il est donc très important de réfléchir à comment établir le contact. Ensuite, il faut bien comprendre que chaque enfant est différent. Il n'y a pas de solution unique. Donc, si le contexte est important, il faut également suivre une approche centrée sur l'enfant et tenir compte de ses différents besoins. Le travail avec ces enfants est intensif et considérable. Il requiert de l'engagement et des ressources. Je vous encourage à demander de l'aide à vos pairs et à d'autres personnes. N'hésitez pas à demander de l'aide dans le cadre de votre travail. Les autres peuvent également apprendre de votre expérience. Alors gardez le contact avec votre entourage professionnel. Ces enfants sont souvent stigmatisés au sein de leur communauté. Ainsi, en complément du travail effectué directement avec eux, leur famille et leurs tuteurs, il faut effectuer un travail au niveau communautaire afin d'améliorer leur environnement et de s'assurer que celui-ci leur est favorable et ne draine pas de préjugés ou de stigmatisation. Une intervention précoce est très utile et plus efficace car elle permet d'obtenir de meilleurs résultats et d'accompagner les enfants avant que la situation ne se détériore. Je vais maintenant présenter les groupes d'enfants. Je donnerai des références de guides et de manuels et je vous orienterai de façon plus détaillée tout au long des vidéos. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Prenez le temps de les parcourir et de vous familiariser avec ces conseils. Je vais tout d'abord vous parler des enfants handicapés. Nous savons qu'un nombre important d'enfants handicapés vivent dans nos communautés. Ils peuvent être victimes de forts préjugés et d'opinions très négatives que nous devons surmonter. Certains de ces préjugés peuvent nous affecter, nous et nos collègues, et nous devons nous remettre en question. Nous pourrions supposer, par exemple, que nous ne sommes pas en mesure de travailler avec des enfants handicapés, qu'il est bien trop complexe d'organiser leur participation afin de comprendre leur situation,
de concevoir des programmes ou de recueillir leurs réactions. Ce n'est pas vrai. Nous sommes capables de travailler avec des enfants handicapés. Nous devrions et nous devons non seulement nous concentrer sur leurs défis physiques ou leur situation, mais aussi sur leur situation émotionnelle et leur développement. Il est nécessaire d'adopter une vision équilibrée et holistique. Il existe de nombreux conseils sur la manière de prendre en compte et d'ajuster nos évaluations des besoins et la planification de la réponse. Ces conseils sont en cours d'élaboration avec le soutien de l'UNICEF et du HCR. Alors familiarisez-vous avec ces documents et veillez à inclure les enfants handicapés et à les mettre au cœur de votre travail. Ces enfants présentent des risques particuliers comme les violences physiques et sexuelles, et ils peuvent être cachés et mis à l'écart. Donc un effort supplémentaire en termes d'accès et de compréhension est requis. Maintenant, je souhaite vous parler des enfants séparés et non accompagnés. Pendant une crise, les enfants peuvent être séparés de leur tuteur et se retrouver particulièrement exposés. Ils font face, entre autres, à des risques de recrutement par des groupes armés, d'exploitation commerciale, sexuelle et à différentes formes de violation de leurs droits. Nous proposons de nombreux programmes pour identifier, documenter, tracer et réunir ces enfants avec leurs familles. Il s'agit d'un processus comportant différentes étapes que nous devons suivre au fil du programme. Nous devons nous assurer que les enfants sont dans un endroit sûr, qu'ils ont un contact régulier avec nous et que nous surveillons leur situation. Voici certains besoins spécifiques en termes de santé mentale et de soutien psychosocial. Les enfants peuvent être confrontés à une perte et se retrouver dans une situation ambiguë, ne sachant pas où se trouvent leur famille et leur tuteur. Ces enfants sont souvent des adolescents, mais ce sont parfois de plus jeunes enfants. Le niveau de vulnérabilité des enfants séparés non accompagnés peut varier considérablement en fonction de leur âge, de leur genre et du type de séparation dont ils souffrent, s'ils sont en contact ou non avec leur famille. Les enfants associés aux forces et groupes armés forment le troisième groupe dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit d'enfants associés à l'armée nationale d'un État ou à des groupes opérant dans ces territoires. Malheureusement, il existe encore un grand nombre d'enfants associés aux forces et groupes armés. Ils servent ces groupes en remplissant diverses fonctions. Ils peuvent combattre, fournir d'autres services ou encore être exploités à des fins sexuelles, par exemple. Il est très important de comprendre que ces enfants peuvent se retrouver fortement stigmatisés au moment de leur libération et de leur réintégration dans la communauté. Cela dépend bien sûr de la nature du conflit et de la manière dont ce groupe est perçu par la communauté. Il est indispensable de travailler, de manière globale, sur les besoins des enfants en incluant la communauté ainsi que les enfants et leurs familles. Besoins en matière d'éducation, de santé mentale et de soutien psychosocial. L'évaluation de leur santé mentale doit avoir lieu dès le début et se poursuivre de manière continue alors qu'ils sont réintégrés à la communauté. Ils ont peut-être beaucoup souffert et été témoins d'événements traumatisants, mais il faut également être capable de reconnaître qu'ils ont parfois acquis des compétences ou des forces particulières. Encore une fois, il ne faut pas avoir de préjugés sur ces enfants. Les enfants peuvent rencontrer des difficultés à s'intégrer. Il est donc très important que nous les aidions à résoudre leurs problèmes, à régler les différends, à se faire des amis et à redevenir membres de la communauté.
Les enfants placés constituent un autre groupe. Il existe diverses formes de placement. Les enfants peuvent être placés en centre avec d'autres enfants. Ils peuvent vivre dans des familles d'accueil agréées, mais ils peuvent aussi se trouver dans une situation de placement informel. Il existe donc un vaste panel de situations de placement. Il faut bien avoir en tête que la qualité de ces situations peut varier considérablement. Cela dépend du niveau de conscience des intervenants et de leur capacité à soutenir la prise en charge. Si le placement est informel, cette situation crée également des risques supplémentaires pour ces enfants. Les enfants placés peuvent présenter un retard de développement dû à un manque de stimulation et d'affection. Il faut bien s'en souvenir, d'autant que ces enfants peuvent passer d'un cadre institutionnel à un cadre qui va remettre en question leur capacité à créer des liens et à se rapprocher des autres. À cause de ces changements qu'ils ne maîtrisent pas, ils peuvent avoir l'impression de ne rien contrôler et ces enfants présentent un faible locus de contrôle. Je vais maintenant vous parler de notre groupe d'enfants, les enfants suivis par le système judiciaire, notamment les enfants privés de liberté qui sont en détention. Il y a plusieurs raisons à ce type de situation. Les enfants peuvent être suivis par le système pénal ou bien ils sont privés de liberté parce qu'ils sont soupçonnés d'appartenir à un groupe particulier. Ce sont parfois des migrants. Malheureusement, il y a de plus en plus d'enfants migrants en détention. La détention a un impact extrêmement négatif sur la santé mentale des enfants. Ils peuvent souffrir de dépression, de désespoir, d'un stress toxique et d'anxiété. Ils peuvent être séparés de leur tuteur. Malheureusement, ils sont parfois hébergés avec des adultes. Avoir accès à ces enfants est essentiel. Je vais maintenant parler des enfants qui vivent dans la rue. Parfois, vous voyez des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. Ils sont exposés à des risques particuliers, comme l'abus, l'exploitation ou encore la toxicomanie. Ils ont des besoins particuliers en termes de santé mentale et de bien-être psychosocial. Ces besoins sont notamment liés à l'anxiété, au rejet, à la stigmatisation, à la perte d'un proche ou à une séparation. Il est important de comprendre que leur survie, leurs moyens économiques, en termes de moyens de subsistance, dépendent de la rue. Ainsi, lorsque l'on travaille avec des enfants des rues, il faut réfléchir à des moyens de subsistance alternatifs. Pour ce faire, toute intervention doit comprendre une composante économique et une composante de subsistance. C'est très important. Je vais vous parler des enfants chefs de famille. Les enfants qui gèrent et dirigent un foyer et qui s'occupent d'autres enfants sont particulièrement vulnérables. Ils peuvent être confrontés à une stigmatisation importante. L'un des principaux défis lorsque l'on travaille avec ces enfants est de les aider à dégager du temps libre. Je me réfère ici aux réponses de santé mentale et de soutien psychosocial, car une grande charge repose sur leurs épaules. Comment soutenir ces enfants dans leur rôle de tuteur, leur rôle économique de subsistance, afin de pouvoir les accompagner? Nous devons nous assurer de ne pas stresser ces enfants, ni de leur infliger une pression supplémentaire. Ils peuvent avoir besoin de soutien sur des questions de parentalité, par exemple. Il est donc très important de les aider pour qu'ils puissent prendre le temps de réfléchir à leurs propres besoins en matière d'éducation, par exemple, et prendre du recul par rapport à leur situation.
Ils peuvent être assez anxieux, et il est possible qu'ils soient séparés de leurs proches et qu'ils ressentent comme une perte. L'autre groupe d'enfants que je veux vous présenter comprend les enfants exposés à un risque de mariage précoce, notamment les filles, qui sont les plus vulnérables face au mariage d'enfants. Ce contexte implique des problèmes de protection considérables comme la violence sexuelle, la vente et le trafic de filles. Ces enfants peuvent présenter des besoins particuliers en termes de santé mentale et de soutien psychosocial. Ils peuvent souffrir de la séparation d'avec leurs proches, de dépression, de désespoir, d'anxiété. Il est important de reconnaître le rôle de l'éducation, à la fois du point de vue de la prévention du mariage précoce forcé, mais aussi en termes de réponse. Il existe également des besoins considérables en matière de santé. Il est donc nécessaire d'adopter une approche globale pour travailler avec ces enfants, notamment les filles. Il faut prendre conscience que tous ces enfants sont des victimes potentielles de violences physiques et sexuelles. Et nous savons que les niveaux de violences physiques et sexuelles subis par les enfants sont incroyablement élevés. Maintenant que nous avons passé en revue les différents groupes d'enfants, il est important de comprendre et de se rappeler que tous les enfants peuvent être victimes de violences émotionnelles, physiques et sexuelles. Il existe de bonnes stratégies de prévention de la violence, comme Inspire, qui est fondée sur les preuves. Je vous encourage à vous familiariser avec ces stratégies et avec le guide qui traite de tous ces groupes d'enfants. De nombreux conseils sont disponibles sur différents sites web, comme ceux du domaine de responsabilité pour la protection de l'enfance, du centre de ressources Save the Children et de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Ce sont ces sites qui vous fourniront des conseils techniques à propos des divers groupes d'enfants, les liens du centre de ressources Save the Children également. Consultez les différents éléments d'orientation. Comme promis, je voudrais dire quelques mots sur le travail systématique. Bien que chacun de ces groupes d'enfants présente des risques de protection particuliers, ainsi que des risques relatifs à leur santé mentale et à leur bien-être psychosocial, nous devons d'abord prendre conscience que les enfants peuvent être exposés à plusieurs risques. Je vais vous donner un exemple. Une fille peut être isolée, donc elle est séparée, non accompagnée, et peut être recrutée de force dans un groupe armé. Elle fait partie d'une force ou d'un groupe armé. Elle peut être mariée à un commandant militaire. Elle est victime de mariage précoce, pour ainsi dire. Donc, vous voyez, un enfant peut être exposé à plusieurs risques et malheureusement, ses vulnérabilités se recoupent et interagissent. Voici le premier point. Le deuxième point est qu'il faut penser au système global dans lequel nous travaillons. Comment le système peut-il accompagner des enfants avec des besoins différents afin que nous proposions une réponse coordonnée qui reconnaît les liens existants? Lorsque l'on travaille avec plusieurs enfants, il faut tenir compte de leur vulnérabilité et malheureusement, nous devons établir des priorités. Faced with having to deal with many children, we need to consider their vulnerability and unfortunately make decisions about who to prioritize. Pour comprendre la vulnérabilité, il est important de travailler avec les enfants eux-mêmes, en leur parlant, en parlant avec les tuteurs, les enseignants, les membres de la communauté. Nous comprendrons ainsi qui est le plus vulnérable et nous pourrons établir des priorités. Évidemment, l'âge de l'enfant, son genre et les risques particuliers auxquels il est confronté sont très importants. Enfin, dans tout ce travail, il est important que nous travaillions selon les normes minimales et que nous suivions les standards minimums pour la protection de l'enfance qui ont été lancés récemment. Les différents groupes d'enfants que j'ai mentionnés y sont référencés. Il est important que vous vous familiarisiez avec ces normes, que vous identifiez celles qui importent le plus dans le cadre de votre travail
et que vous veillez à ce qu'elles soient respectées. Finally, again, do reach out to colleagues, to technical experts for support and advice. And also share your experiences. Encore une fois, contactez vos collègues ou des experts techniques pour obtenir de l'aide et des conseils. Partagez vos expériences. Elles sont précieuses pour vos pairs. Je vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir pris le temps de participer et d'écouter. Merci pour votre travail de protection des enfants et de soutien à leur santé mentale et à leur bien-être psychosocial. Merci.